en fait, d'une rencontre et d'une profonde amitié avec un copain bûcheron en qui j'ai une confiance absolument euh, sans restriction, quoi. Et un jour, ce gars-là, un type m'a appelé, qui s'appelle Renaud Beffett, et qui s'est recommandé de lui en me disant, voilà, c'est Jeannot Roubéry qui m'a dit de vous appeler, il m'a dit que vous suivriez si je vous proposais quelque chose. Et moi j'ai répondu, bah, si c'est Jeannot, c'est ok. Qu'est-ce que vous voulez? Et on a démarré avec des petits engins qu'il fallait expédier en Espagne. Ma foi, bon, je ne sais pas trop qui était le client d'ailleurs à cette époque-là. Je me suis retrouvé donc sous-traitant d'art médiéval, voilà, puisque représenté par Renaud Beffett. Et ben on a fabriqué ces engins, ça a bien marché, ça a bien plu. Moi je me suis rendu compte que ça amenait un plus à l'entreprise, une espèce de cohésion entre tous, parce qu'on faisait quelque chose d'un peu atypique, et que finalement, ben, le côté atypique des choses donne un intérêt au travail. Et puis ben, de fil en aiguille, d'une petite prestation la première année, on a augmenté un petit peu le chiffre d'affaires qui était lié au médiéval. Et aujourd'hui, ça commence à être très sérieux dans les résultats de l'entreprise, puisque ça représente de 20 à 30% de l'activité de l'année. Donc sur une boîte de 12 personnes, enfin entre apprentis compris, ça commence à être sérieux quand même. Alors la passion pour le trébucher, c'est tout simplement quand j'étais petit, j'avais pas de télé. Et n'ayant pas de télé, enfin, j'en ai eu plus tard, mais bon, j'ai eu un accident au collège, je me suis cassé une patte, et je me suis retrouvé cloué dans un fauteuil pendant pas mal de temps, et ne sachant pas quoi faire, je me suis retrouvé à bouquiner des livres que ma mère avait dans sa bibliothèque, hein, écrits en vieux français, et entre autres, donc tous les romans de la table ronde. Et je me suis passionné un peu pour le médiéval, et de fil en aiguille, le médiéval, j'en suis arrivé au trébuchet qui me paraissait quelque chose d'assez démesuré. Et comme j'aime bien les choses qui sont un petit peu atypiques, un peu démesurées, et ben cette passion m'est venue à 12 ans et j'avais rêvé à 12 ans. Et je me suis dit quand je serai grand, je ferai un trébuchet. Et la vie ayant suivi son cours, je me suis retrouvé au lieu de faire une fac, eh ben, je me suis retrouvé à faire un apprentissage de charpente. Et du coup, aujourd'hui, au final, en mesure de réaliser mon rêve. Et ben, de ses origines, c'était une arme de guerre. À nos jours, c'est une arme de spectacle. C'est quand même sacrément différent. Donc une arme de guerre qui a subi de lentes évolutions du X au XIVe siècle, pour résumer un petit peu. On pourrait retrouver des traces de principes de trébuchet en amont et probablement des principes de lance-pierre beaucoup plus tard. Mais globalement, on part de la fronde et en fait c'est une fronde qui est de plus en plus grande et qui est de plus en plus perfectionnée technologiquement. Au début, c'est un simple bâton auquel on accroche une fronde et qui est animé par un soldat. Ensuite, le bâton devient tellement grand qu'on est obligé de tirer dessus avec une ficelle et ça s'appelle une bricole, enfin une corde. Et de cette corde, pour que le mouvement soit encore plus puissant, eh ben, on va mettre un contrepoids au lieu de tirer dessus et le contrepoids, ça va nous donner un mangonneau. Et le mangonneau, ben, ça met en marche des poids extrêmement importants, donc un principe de métronome qui met très longtemps à s'arrêter. Et l'évolution technologique qui amènera le trébuchet, c'est la double articulation entre l'emplacement du point de rotation du mât et l'emplacement du point de rotation de la huche.
qui devient mobile par rapport au mangolon. Et là, on va diviser quasi par 3 la vitesse de retour au point zéro du trébuchet, et donc en faire une arme qui est particulièrement efficace, et plutôt redoutable, à tel point d'ailleurs qu'à la vue de la construction, ou tout au moins de la mise en place, puisqu'on ne construit pas les trébuchets sur les champs de bataille, mais à la mise en place d'un trébuchet au pied d'une ville, globalement la ville sait que quand le trébuchet sera fini, ben, ils vont se rendre. Il est même arrivé d'ailleurs dans l'histoire que les villes se rendent à la simple vue de la mise en œuvre d'un trébuchet. Les ingénieurs de l'époque, ils avaient une particularité, c'est de garder leur technique pour eux. Il fallait être le plus discret possible pour rester maître de la situation le plus longtemps possible. Ça reste des armes de guerre. On n'a évidemment pas de pièces écrites qui sont venues jusqu'à nous en clair. C'est plutôt des interprétations par rapport à des gravures et par rapport à ce qu'on sait des connaissances mathématiques des constructeurs de l'époque, et ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu retrouver à la Bibliothèque nationale en termes de traces au niveau des octrois des villes qui vont décrire un trébuchet qui sera passé dans différents octrois, et qui, en décrivant le transport mis en œuvre, permet de se faire une idée des masses que représentait un trébuchet. À partir de ça, des écrits de Saladin aussi, qui ont un petit peu aidé à remettre tout ça au goût du jour, on a pu, et évidemment de ce que l'on sait de l'utilisation par nos anciens du nombre d'or, tout au moins des tracés géométriques qui conduisent au nombre d'or d'aujourd'hui, exprimé sous forme mathématique 1,618, mais qui en fait à l'époque était uniquement utilisé en géométrie médiévale avec un compas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, bah c'est toutes ces données qui, remélangées, remixées avec un espèce de, j'espère, un solide bon sens de charpentier, nous ont permis à Renaud Beffet et à moi de reconstruire des trébuchets qui, à mon humble avis, sont quand même assez fidèles à ce qu'aurait pu construire un ingénieur de l'époque.